Et bonjour, c'est Antoine Guillon et bienvenue à Point Sorti du Bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle du guide de nutrition pour l'ultra développé par l'équipe de NAC. Leur gang de nutritionnistes a créé un guide pour vous donner toutes les clés pour atteindre vos objectifs d'ultra-endurance. C'est pas un plan nutritionnel détaillé, mais c'est plutôt un guide des grandes lignes que vous devriez mettre en application à l'approche d'un événement. On parle de tests de nutrition à 3 semaines de votre course, de surcharge en glucides dans les 3 jours avant, d'hydratation 3 heures avant, de maintien d'énergie constant pendant l'effort et bien sûr, de récupération post-course. C'est un guide rempli de conseils et de recettes que vous pouvez utiliser à votre guise, en partie ou en entier. C'est vraiment bien fait et c'est développé par les experts de NAC, donc c'est basé sur la science et l'expérience. Le lien vers le guide est dans la description de l'épisode, puis comme d'habitude, NAC te donne 15% de rabais sur ta première commande avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis vraiment très content parce que j'ai le plaisir de recevoir Antoine Guillon, qui est un véritable monument de l'Ultra Trail, je crois. J'espère pas vous gêner en le disant comme ça, mais ça fait longtemps que vous faites ce sport-là, ça fait longtemps que vous êtes impliqué, puis on aura la chance que vous visitiez le Québec cette année. Donc, Antoine Guillon, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup. Comment allez-vous ce matin? En forme. Ouais, Faut dire aussi que je suis juste à une semaine de mon prochain ultra, alors j'ai intérêt à être en forme. Ouais, oui, c'est ça. Donc là, vous êtes en semaine d'affûtage, là, on réduit un peu le volume. ouais, c'est ça. Ouais. Une semaine avant, je réduis le volume, pas le nombre de sorties, mais la quantité. Ouais, La quantité, l'intensité aussi, je suppose. ouais, bien sûr. Oui. Là, On a, c'est un peu repos. Ouais. C'est un peu longuet d'ailleurs. Ben, c'est pour ça qu'on a le temps de faire un épisode de podcast. Voilà, ça tombe très bien. Il y a une petite tradition à Pas sorti du bois. Avant le début de chaque épisode, je demande à mon invité qu'est-ce qu'il boit. Souvent, je fais les enregistrements de soir, fait que c'est des réponses un peu festives, alcoolisées. Là, on est 2 jours de matin, donc de votre côté, est-ce que vous avez un breuvage tout prêt? Oui, effectivement, là, une infusion, tout Ah, simplement. c'est parfait. Ça, on est sage. Moi, de mon côté. L'après-midi, c'est l'après-midi pour moi, Oui, donc c'est vrai. voilà, donc je suis à l'infusion et ça me fait boire un petit peu plus parce que bon, le sportif doit pas mal boire, hein, donc je Ouais. fais ça, ou du jus de citron, ça dépend, ouais. Bon, ben, c'est excellent, c'est sage. Moi, de mon Et pas côté d'alcool. aussi. Pas d'alcool, jamais? Non, C'est non, excellent. jamais. Mais c'est peut-être ça le secret, parce que je vais vouloir qu'on y revienne tantôt à le secret de cette longévité-là dans le sport. Donc, peut-être que ce sera un élément de réponse. On y reviendra. Moi, de mon côté, je suis allé pour le café. J'ai la chance d'avoir un partenaire pour le podcast qui s'appelle Capic 1 Expédition. Donc, ils font de l'excellent café. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai un Sahara Sunrise. Donc, vous qui avez déjà fait le marathon des sables, vous savez ce que c'est le Sahara Sunrise. Je ne sais pas si ça goûte ça, mais santé à vous. Merci d'être là. Merci, santé. Donc, j'ai le goût qu'on commence à la base, au tout début. Comment le sport est entré dans votre vie? Comment la course est entrée dans votre vie? Ah, ça a commencé quand j'étais tout petit. J'avais 12 ans quand j'ai vraiment commencé à faire de l'entraînement structuré en course à pied. Mais j'ai toujours aimé courir et faire du vélo auparavant. J'avais cette chance d'habiter un peu en campagne et donc j'étais assez libre et je partais. C'était aussi un moyen pour mes parents d'être tranquilles. Je partais. Donc j'ai toujours aimé le sport. Et la course à pied, ouais, c'est structuré à partir de 12 ans. C'est comme ça que c'est venu. Puis comme, sous quel format la course à pied a commencé? C'était de la course sur route. Ouais. Je participais à des corridas, des 10, 15 kilomètres. En fait, très jeune, j'ai commencé à faire des distances jusqu'à 20 kilomètres. On avait le droit à l'époque, mais maintenant on n'a plus le droit. Il faut faire passer par des 3, 4, 5 kilomètres et puis attendre longtemps avant de participer à des courses plus longues. Moi, j'avais la possibilité à l'âge de 13 ans de faire les 20 kilomètres de Paris, Paris-Versailles, des choses comme ça. Donc, je m'en suis pas privé et j'ai pris goût à la longue distance assez tôt. C'est ça, il y avait une prédisposition, oui, mais surtout un intérêt dès votre jeune âge de 13 ans pour les plus longues distances. Est-ce que, est-ce que vous êtes capable de mettre un doigt sur pourquoi, si tôt, on avait envie de courir plus longtemps comme ça?
Ah, bah, je pense que c'est la curiosité qui me Ouais. poussait à vouloir aller toujours plus loin. Mais c'était pas que dans la course à pied, hein, c'était dans toutes mes autres activités. J'aimais bien pousser un petit peu plus pour aller voir, quoi, par curiosité toujours. Et bah, la course à pied, c'était un bon moyen d'expression aussi. Il y avait le côté liberté, donc quand on est gamin, c'est sympa aussi de se sentir libre, aller courir. Et bon, après, bien sûr, la fatigue rattrape, mais on se rend compte qu'on l'éduque petit à petit et puis qu'on peut progresser. Donc moi, je me suis pris au jeu assez tôt, oui. Ouais, c'est un parallèle que je fais souvent avec les invités sur quand on est jeune, tu sais, va marcher, courir, gambader dans la forêt et tout. Puis le trail, il y a un peu un retour à ça. Surtout les descentes, j'ai l'impression, mais il y a un peu ce retour à cet état d'enfance où on saute partout, puis on avance sans réfléchir. Est-ce que encore aujourd'hui, après des centaines d'ultras, des centaines de courses, on a encore ce côté-là gamin, ce côté-là enfantin qui vient quand on court dans le bois? Oui, oui, et je me le dis même, Ouais. ça m'arrive de me le dire quand je suis ou sur des chemins très techniques tout seul, ou sur des compétitions qui sont très longues, et là je me dis, oh, c'est sympa, c'est comme quand j'étais gamin dans la forêt. Et je me le dis parce que ça ressemble à ce que je ressentais quand j'étais petit, et d'où l'affection particulière que j'ai pour le Grand Raid de la Réunion, qui est un terrain très, très compliqué et qui me rappelle vraiment ce que je faisais dans les bois quand j'étais gamin. Est-ce que c'est une façon aussi des fois de dédramatiser peut-être la situation? Parce que des fois, on le sait, on est dans le creux, ça va moins bien, on peut avoir des doutes dans notre course, on peut avoir mal partout, de se rappeler, de dédramatiser puis de se rappeler le côté plaisir de la chose. Est-ce que ça aide? Bah, du moins, ce qui aide, c'est de se retrouver en terrain connu, dans des situations qui sont habituellement maîtrisées. Donc, avec l'expérience en plus, ça permet d'être convaincu que même s'il y a un coup de mou, ça va revenir derrière parce que l'organisme est ainsi fait que si on n'a pas trop poussé le bouchon, ça revient. Ouais. Voilà. Donc, avec l'expérience, moi, je m'inquiète pas hein, quand je sens que ouais, je suis peut-être allé un peu vite ou j'ai oublié de manger exactement ce qu'il fallait. Bon, je sais que je vais corriger ça et ça reviendra après. Ça revient toujours. Ouais, ça revient toujours, ouais. À quel moment la course en sentier, en montagne, est arrivée dans votre parcours? Alors, vraiment, on pouvait appeler ça du trail. C'est pour moi, c'était en 2002. OK. C'est là que j'ai vraiment commencé avec la course des Templiers. C'était une course d'environ 70 kilomètres, ce qui était pour moi la plus longue distance à ce moment-là, à laquelle j'avais participé et ça s'était très bien passé. C'est là que j'ai découvert que j'avais des réelles capacités pour la longue distance. Je m'en doutais, mais il a fallu que je participe pour me rendre compte vraiment que c'était le cas. Mais auparavant, quand j'étais tout jeune, je courais aussi beaucoup dans la forêt. Alors, on n'appelait pas ça du trail, mais le résultat était le même. Hein. J'étais avec mes baskets dans la forêt et je courais. Et il y avait des talus, il y avait un petit peu de dénivelé, des obstacles naturels. Donc, ça m'a sans doute donné le goût hein, pour ce sport-là. Et puis, ça m'a donné aussi un peu d'agilité que j'ai encore aujourd'hui dans les terrains qui sont pas évidents. Ouais, vous aimez les terrains pas évidents, je pense. C'est quelque chose qu'on voit dans le choix de course d'aller sur des épreuves qui sont difficiles pour plein de raisons, mais le terrain technique, le pentu, beaucoup de dénivelé comme la diagonale, mais d'autres, quand on regarde le choix des courses, c'est quelque chose que vous aimez. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne ouais, particulièrement parce que ça rompt la monotonie. C'est Ouais. ce qui me permet de m'amuser aussi parce que le trail, moi, je pensais aussi un peu comme un jeu. Il y a le défi, bien sûr, hein, d'essayer de donner le meilleur de soi-même. Le défi aussi de jouer avec les autres pour essayer d'être le mieux placé possible. Mais c'est avant tout un jeu personnel parce que surtout sur la longue distance, on n'est jamais vraiment sûr de ce qui va se passer à l'avance. Donc, il faut un peu d'humilité, il faut y aller doucement sur le terrain et puis ouais, petit à petit faire sa place là-dedans et c'est un jeu. Ouais. Donc pour moi, plus c'est compliqué et plus je m'amuse parce que ça change de l'ordinaire. Alors que je pense que je m'ennuierais sur un terrain très monotone. Ça me dérange pas non plus, je suis capable de le faire parce que j'aime avant tout courir, mais je prends plus de plaisir quand c'est du terrain difficile. Ben oui. Vous le disiez, 2002, premier trail. Rapidement, les distances ont augmenté. J'ai vu un premier UTMB en 2005, une première diagonale en 2004. À quel moment vous avez découvert l'immensité de ces distances-là, d'un premier 70 kilos au Templier jusqu'à ces premières distances-là de 100 km, 160 km, le 100 000?
C'est venu assez vite parce que donc j'ai participé en 2002 au premier trail pour moi et en 2004 j'ai participé à une course en Italie qui s'appelait l'ultra trail de Cro-Magnon. Donc voilà, donc ça partait de Limone pour arriver à Cap d'Aille sur la côte française et c'était 105 kilomètres au programme 105 6000. Pour moi, c'était vraiment un gros événement et ça s'est bien passé. Je me suis perdu sur le parcours, j'en ai rajouté en plus. Pourquoi Et pas? j'ai vu que j'avais un bon mental parce que j'ai réussi à pas abandonner, puis il m'a fait une jolie course. Et ça commençait là. Et je me suis pas mal interrogé parce que j'ai eu un moment difficile. Et puis, comme la première fois sur la course des Templiers, un rebond derrière, l'organisme qui réagit et au final, une fin de course qui est très, très correcte. Et donc, j'avais envie de récidiver pour voir si ça allait se renouveler. Et j'ai refait un autre ultra pas longtemps après, en octobre, parce que c'était en juin. Et en octobre, j'ai fait celui justement des Templiers qui faisait 110 kilomètres à ce moment-là. Et là, j'avais terminé deuxième derrière Christophe Jacquot. C'était une surprise parce que c'était pour moi pas pensable. Et bon, je me suis fait repérer à cette occasion-là parce que c'était une jolie course. Et puis, je suis vraiment rentré dans ce monde de l'ultra à partir de cette date en 2004. Fait qu'un peu, vous êtes un peu tombé dans le côté compétitif, le côté élite de courir après des podiums et tout. Un peu, je ne veux pas dire par erreur, mais par hasard. C'était pas prévu dans le parcours, dans le processus. Non, je pensais pas. Je savais que j'avais des prédispositions pour faire quelque chose de bien, mais de là à avoir de tels résultats, non, non, je pensais pas. Et donc c'était une belle surprise. Et à partir de là, je me suis consacré vraiment à cette discipline, essayer de comprendre pourquoi déjà ça fonctionne, comment ça fonctionne, comment on peut améliorer les choses, tester. Et comme je suis d'un naturel assez curieux, j'ai bien accroché et puis j'ai persévéré. Et puis, petit à petit, j'ai progressé encore dans le domaine de l'ultra. Ouais. Mais c'est là dans les premiers balbutiements aussi de l'UTMB qui aujourd'hui est prédominant dans le sport, qui est partout. Je voyais que vous avez participé à plusieurs occasions à la grande boucle autour. Vous avez fait la Oui. TDS, un premier UTMB en 2005. C'était la troisième édition, je crois. C'était comment à l'époque, l'UTMB? On le connaît aujourd'hui avec les grandes images, les grandes vidéos des milliers de coureurs qui partent de Chamonix. En Ouais. 2005, ça ressemblait à quoi? C'était plus confidentiel parce qu'il y avait qu'une épreuve, il y avait que l'UTMB, il y avait pas les autres. C'était déjà très bien organisé et c'était une épreuve qui se démarquait déjà des autres par son aspect international. Mhm. Et puis, oui, un parcours qui ressemble vraiment à quelque chose avec un tour autour du Mont Blanc. C'était quelque chose d'assez impressionnant, hein. À l'époque, c'était à la fois une des premières vraiment longues distances, un 100 miles. Enfin, c'était pas tout à fait 100 miles à ce moment-là, c'était 148 kilomètres, je crois, OK. ou il me semble, hein. Et avec un parcours très, très, très montagneux. C'était quelque chose de hyper bien organisé, avec une grande fête. On ne trouvait pas trop ça ailleurs, donc moi j'ai beaucoup accroché sur cette épreuve. Et après, elle a évolué hein, parce que il y a eu tellement de demandes que elle s'est déclinée en plusieurs épreuves. Mais voilà, à l'époque c'est une course qu'on n'imaginait pas que ça prendrait un tel un tel développement plus tard. Est-ce qu'on Mais imaginait en tout même cas, que c'était le sympa. trail allait prendre cette ampleur-là? Parce que c'est l'UTMB, oui, mais c'est tout ce sport-là en général qui a explosé en popularité, je pense, un peu partout à des moments différents, mais autant en Europe dans ces années-là. Ensuite, aux États-Unis, c'était là depuis longtemps, mais il y a eu Oui. vraiment un boom dans les années 2000. Nous, on le voit au Québec, c'est en ce moment qu'on l'a, nous, le boom, c'est autour de 2017, 18, 19, il y a eu un changement de cap complet. On voit cette évolution-là se faire. Donc, vous avez été témoin de ça en Europe et tout Oui. avec l'UTMB. Comment vous entrevoyez ça? C'était une bonne chose pour le sport? Est-ce qu'il y a eu des effets négatifs de ça? Je pense que comme tout, hein, oui, il y a eu un effet très positif. Il y a eu le développement le développement du matériel aussi, parce que comme il y a eu plus de personnes qui étaient intéressées par la discipline et qu'on allongeait la distance et qu'il fallait être de plus en plus pointu sur le matériel, on a vu l'évolution du matériel, voilà, exploser. Hein. Moi, j'ai commencé le trail avec des lampes frontales qui n'éclairaient rien du tout. Hein. On éclairait à 5 mètres et puis c'était le bout du monde. Hein. Mais réellement, c'était une catastrophe. Hein. Il fallait s'approcher des rubalises à 2-3 mètres pour être sûr que c'était bien une rubalise. Et puis à l'époque, il n'y avait pas non plus de matière rétro-réfléchissante utilisée en trail. C'était le ruban rouge et blanc tout bête de chantier.
et c'était que ça. Puis même Donc ça, le c'est... poids des éléments, tu sais, aujourd'hui, on voit les entreprises avec les pôles en carbone, tu sais, tout le poids réduit énormément. Puis je lisais un Oui, article la fin de semaine dernière sur justement comment peut-on comparer les anciens records qui ont été établis dans le sport, ne serait-ce que 2005, 10 dans ces années-là, versus aujourd'hui. Puis il y a plein de facteurs. Il y a la science qui a avancé sur comment s'entraîner, la préparation physique qui est peut-être plus optimale, on ne sait pas, mais l'impact de la baisse du poids du matériel est immense quand on pense au poids des chaussures à l'époque ou le fait que c'était oui. même pas des chaussures de trail, je pense. C'était les chaussures de trail ici, mais c'était 400 grammes la chaussure. On n'est pas là Eh maintenant, oui, là. pas la paire, la chaussure. Ouais, c'est ça. Je voyais même qu'il y avait Ouais, des mais images ça a de évolué. Anne Treyson qui a gagné 14 Western States où avec du tape, elle se tapait les bouteilles de plastique, tu sais, des bouteilles d'eau de plastique comme on tente de plus avoir maintenant aujourd'hui, mais c'était ça qui était tapé avec du gros tape gris collant qui devait irriter sur la main, alors qu'aujourd'hui, ben, il y a des petites ganses, des petites gourdes à main, on est Oui. complètement ailleurs, mais c'est c'est quand même beau de voir que ça a vraiment beaucoup évolué en très peu de temps, là. Oui, c'est qu'on a cherché à s'alléger. Sur les premières UTMB, justement, on essayait on découpait toutes les matières du sac à dos, on allégeait au maximum le matériel parce qu'on s'est bien rendu compte que dès la première édition, que c'était un handicap de porter trop de poids. Donc après, ça a été la chasse au gramme. La chasse au Coûte que gramme, j'aime coûte. ça. À quel Maintenant, c'est moment stabilisé. Ah, pardon, allez-y. Oui, maintenant, c'est stabilisé, c'est Oui, c'est bon. ça. On va pas plus loin. À quel moment la diagonale est apparue sur votre radar? En 2007. OK. Puis de J'ai été quelle invité façon? par, OK. j'ai été invité par une équipe qui devait à ce moment-là avoir une personne qui était blessée. Et voilà, on m'a contacté. C'était l'équipe Legendre-Bretagne. OK. Voilà. Et ça a été une belle découverte. Et depuis, j'y suis allé chaque année. Et c'était quoi cette première expérience-là? Autant la course elle-même, mais juste l'expérience à La Réunion. Est-ce que vous étiez déjà allé par le passé, ne serait-ce qu'en voyage ou autre? Parce que je sais que la Réunion, pour les Français, c'est quand même plus populaire comme destination que nous, au Québec. On regarde ça, puis c'est l'autre bout du monde complètement, là. Oui. Non, c'était la OK. première fois pour moi que j'allais sur le territoire et j'étais étonné de l'ambiance autour de cet événement, mais l'ambiance sur l'île, pas que auprès des coureurs, mais il y a des affichages partout, les gens en parlent beaucoup, les journaux le mettent à la une. Ça prenait une dimension assez importante. Et après, la fête en elle-même immense. Et puis le parcours qui correspondait tout à fait à ce que j'aimais dans le trail. C'est vraiment le type de parcours qui représente pour moi le trail. Il faut que ce soit très pentu, il faut qu'il y ait beaucoup d'obstacles, des variations de température, euh, genre de terrain où il faut être toujours à l'écoute et puis attentif à son environnement aussi pour anticiper, faire les bons choix sur le matériel, sur la gestion de course, sur l'alimentation. C'est là pour le coup c'est un jeu immense, on est tout petit dedans et c'est vraiment super. Moi je me sens bien dans cet élément-là. Pour mettre en perspective les gens qui écoutent, vous y êtes retourné tous les ans depuis 2007. On parle de Oui, 15 ans consécutifs à y aller. c'est ça. 9 podiums, 6 deuxièmes places, une victoire en 2015. C'est vraiment un palmarès impressionnant. C'est quelque chose de fort qui s'est créé entre vous, entre la Réunion, entre cette course-là. Vous êtes devenu, je pense, un des emblèmes de cette course-là à l'extérieur de l'île parce que les gens se réfèrent à vous comme étant une référence parce que ça a été une régularité dans vos performances là-bas. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que c'est une course qui est tellement difficile où j'ai l'impression que, comme l'UTMB, les grands athlètes peuvent avoir des journées parfaites puis des journées extrêmement difficiles où on a vu des gens l'emporter, un Kilian remporter 4 fois l'UTMB, abandonner une autre. Vous, il y a une Oui. régularité sur la diagonale d'année en année. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que bon, ça tient à une préparation déjà spécifique, Mhm. assez pointue, donc je fais attention à ça. Je pense que j'ai un bon gabarit aussi pour ce type de terrain. Je suis assez petit, je fais à peine 1,70 m, 52 kilos, je suis un poids plume. Donc ça, c'est pas mal aussi dans ce genre de terrain compliqué. Et puis, je suis d'un naturel très patient aussi. Et je pense que la patience, ça aide énormément sur cette épreuve. On
peut se laisser entraîner. Vu le profil de la course, on a tendance à se laisser embarquer au départ parce que c'est de la route au départ, on est sur le littoral, il y a une fête immense qui porte les gens. Et puis peu à peu, on va se retrouver dans la montagne, après isolé, et puis dans un terrain de plus en plus hostile. Et c'est réellement là que la course commence. Donc ça me correspond bien. La patience, c'est mon fort, je pense. Voilà. Après, je pense que j'ai des bonnes prédispositions pour ce type de course. Et puis je l'apprécie aussi tellement que je pense que j'ai des bonnes dispositions mentales au départ. Je vois vraiment ça comme une grande partie de plaisir. Et je sais qu'il y aura forcément des moments plus compliqués, mais je n'y pense pas trop, quoi. Je pense plutôt au plaisir et la chance que j'ai d'être là pour recommencer l'aventure. Mais ça semble être les deux extrêmes de la diagonale, dans le sens que le départ, c'est une grande fête, comme vous dites. Je veux dire, c'est un départ sur du plat, sur asphalte. Puis là, il y a des gens. Les images qu'on a de ça, de l'extérieur, c'est complètement fou. Puis on tombe complètement dans un milieu hostile versus d'autres grandes courses où, oui, il y a cet aspect fête-là. Je reviens encore sur l'UTMB. Mais après ça, oui, c'est reculé, oui, c'est montagneux, mais il y a un village à tous les 5 kilomètres. On passe sur des fermes, il y a de la civilisation. La diagonale, ça semble être complètement reculé, hostile. On est au milieu de nulle part. Ben, on a l'impression, du moins, Oui. dans la jungle, c'est deux grands extrêmes. Puis c'est peut-être là où il y a des gens qui vont casser. Vous, quand on parle d'une préparation qui est calculée, ça ressemble à quoi? Après 14-15 diagonales, la préparation, la stratégie de course. Si vous voulez la révéler, là, je sais que Oui, c'est oui. le grand secret. Oui, non, j'entraîne pas mal de personnes pour justement cette course-là. Oui, c'est Souvent, on me ça. demande. Alors oui, c'est une préparation qui va être orientée sur la puissance musculaire plus que sur la vitesse. Si on compare justement avec l'UTMB, il faut se préparer avec de la vitesse parce qu'il y a des jonctions qui sont assez longues entre deux grosses ascensions. Et puis le terrain globalement dans les Alpes, il est propre. Mhm. La surface est lisse. On peut maintenir une foulée même en côte. À La Réunion, c'est très compliqué parce qu'il y a des marches partout, des racines, des trous sur des pentes qui sont souvent très raides. Donc, c'est pas la même préparation. Donc, pas mal de vélo. Et puis ensuite, beaucoup d'exercices en côte. Pour moi, c'est essentiellement ça, des grandes ascensions, beaucoup de descentes répétées aussi. Et je travaille là, plus que essayer d'aller vite, je vais travailler les techniques, les bonnes positions en montée, en descente, l'économie d'énergie. Pour moi, ça repose aussi beaucoup sur l'économie Mhm. d'énergie. Donc, tout est bon pour essayer de faire baisser les pulsations cardiaques en choisissant la meilleure trajectoire, en limitant la hauteur des marches. Les chocs en descente, etc. Donc, je m'entraîne beaucoup là-dedans et ce qui fait que j'ai formaté mon corps pour ça, pour ce type d'exercice. Et ce qui fait que même si j'ai certainement pas une VO2 max très importante, j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu parce que j'ai peut-être bien travaillé ma technique et que j'ai une grande endurance parce que comme je fais pas non plus de vitesse, jamais dans mes entraînements. Du coup, j'ai beaucoup développé l'endurance et puis la puissance douce ce qui Mhm. fait que je peux encaisser des variations de terrain sans monter dans les tours. Et puis, avec l'endurance que j'ai, dont je dispose, je suis capable de dégrader les lipides à des intensités qui sont moyennes et je peux durer longtemps. Est-ce que la stratégie nutritionnelle, encore là, je suppose, s'est construite d'année en année avec cette expérience-là sur ce parcours-là? Ça peut ressembler à quoi une stratégie nutritionnelle d'Antoine Guillon pour la diagonale? Je prends très peu de produits énergétiques à part la boisson énergétique qui me va bien. Et sinon, je suis plutôt sur du riz, de la semoule, de la patate douce, des bananes, des choses comme ça. Mais je veux pas prendre des barres énergétiques. Mhm. Non, je prends pas trop de choses enfin, qui seraient sucrées ou des préparations un peu difficiles à mâcher. C'est plutôt de la préparation maison avec mon assistance qui me suit aussi sur les points de ravitaillement. Et puis quand je suis sur des parties avec de l'autonomie assez longue, là je pioche dans les ravitaillements des bananes essentiellement. Et puis j'ai sur moi quelques réserves en riz et ça me suffit. Pas beaucoup, mais un petit peu pour faire la jonction jusqu'au prochain point, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une stratégie aussi en termes de quand consommer, peu importe ce que vous venez de nommer, Oui, montée versus descente? ah Est-ce oui, que tout à fait. j'entends beaucoup parler d'athlètes, puis moi je le sais que ça marche aussi pour moi dans les longues ultras, mais j'ai pogné un 2 minutes, comme on dit au Québec, quand je suis arrivé à l'UTMB où justement
Les montées sont très, très longues, donc on peut manger beaucoup en montée, ça va bien, on ne taux pas de marche, mais les descentes sont très, très longues. Au Québec, vous allez voir à Arikana, on monte, mais les durées sont pas longues parce que c'est pas des grosses montagnes. On descend, mais c'est pas si long. Fait qu'on peut manger régulièrement quand on est comme moi, quelqu'un qui va manger que dans les montées parce qu'on est à un rythme un rythme qui est diminué, donc ça se digère mieux. À l'UTMB, Oui. ben, on peut descendre pendant 20 km. Puis à la diagonale, je vois qu'il y a des très grosses descentes aussi, très Oui. techniques et tout. Comment on fait pour s'alimenter à travers tout ça? Bah, le choix alimentaire, justement, il va varier par rapport au profil. Je vais privilégier ce qui va alors, à la fois ce qui va être facile à, à mâcher et à digérer, et surtout des choses qui sont pas abrasives dans l'estomac. Je vais pas, par exemple, manger avant d'attaquer une descente, je vais pas manger justement une barre de céréales ou des fruits secs et des choses comme ça qui vont ensuite m'abîmer la paroi estomacale. Je vais plutôt prendre de la banane ou du riz, ce genre de choses, ou quelque chose sous forme de compote éventuellement. Et après, les choses plus solides, je vais les manger pendant une ascension, pendant le début d'une ascension éventuellement. Ça va dépendre de l'intensité que je vais mettre dans la montée. Donc, je vais devoir manger des choses très digestes parce que pas question de prendre des protéines, par exemple, qui sont difficiles à digérer, qui demandent plus d'énergie, du moins, pour la digestion, Mhm. parce que mes pulsations en côte vont être assez hautes et à ce moment-là, j'aurai plus assez de sang pour faire fonctionner mon estomac. Donc, c'est une sorte d'équilibre à trouver entre l'énergie nécessaire pour digérer, celle pour faire assurer la thermorégulation, et puis l'effort aussi musculaire pendant ce temps-là. Cette, Donc voilà, j'ai globalement des choses faciles à digérer, à mâcher, et pour ça que je reste sur le riz et le riz, la semoule, la patate douce, la banane, quoi. Dans votre préparation, que ce soit autant à l'entraînement qu'en course, autant en nutrition qu'entraînement, est-ce que c'est l'expérience au fil des essais et des erreurs ou est-ce que vous vous basez aussi sur la science? Est-ce qu'il y a des lectures par rapport à la nutrition, à la consommation de glucides par heure et tout ça? C'est quoi le ratio entre essai-erreur, sensation, expérience et la portion très scientifique de la chose? C'est plutôt des retours d'expérience, des Ouais. partages avec les autres coureurs. C'est plutôt ça, ouais. Bon, aussi des échanges avec des spécialistes aussi. J'ai pas mal d'amis qui sont dans la nutrition ou des amis qui sont ostéopathes et qui sont très attachés aussi à l'aspect nutritionnel aussi. Donc, grâce à tout ça, en fait, ça fait que bah, j'ai fait des tests et j'ai remarqué que telle chose, ça fonctionnait pas mal, telle autre, ça fonctionnait encore mieux. Ou alors, il y a des erreurs également. C'est comme ça que j'ai pu sélectionner des aliments quand il fait très chaud ou par rapport aux descentes, etc. Donc c'est un peu au feeling, hein. Chacun va trouver vraiment ce qui lui convient le mieux. Je pense pas qu'il y ait une recette universelle, mais en tout cas on peut trouver aujourd'hui plus facilement parce qu'on a on va dire, beaucoup de recul sur la chose. Ouais. Alors il y a 15 ans, on faisait aussi, je pense, tous à peu près les mêmes erreurs parce que on n'avait pas de recul. Et quand quelqu'un dit, bah, tiens, on va prendre des gels parce que ça fait un coup de fouet, bah, on a tous essayé les gels et il y en a à qui ça a réussi un peu, d'autres à qui ça n'a pas réussi du tout. Et après, on a pris des orientations chacun. Ouais. Puis je pense que à l'époque, je pense que la science puis la recherche, c'est ce qu'on entendait beaucoup parler, c'était ce qui fonctionnait sur le marathon, sur la route, qui est complètement différent quand on parle d'avancer à 9 minutes du kilomètre dans des pentes côteuses. C'est pas la même approche nutritionnelle qu'à être à zone 3, zone 4 en marathon, puis où il faut justement avoir quelque chose comme un gel qui va puncher rapidement, mais sur un effort qui va durer 3 4 heures pour certains, versus 28 heures, 36 heures pour d'autres là, sur de l'ultra. Là. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion encore de temps en temps de courir sur route parce que c'est quelque chose que j'aime bien aussi, hein, mais sur des longues distances. Et bon, ça me paraît facile en fait pour gérer l'alimentation quand on est sur route. Ça change totalement du trail. On peut manger à peu près ce qu'on veut. Les pulsations, elles sont toujours au même rythme, donc c'est facile de gérer. On va pas être surpris par un relief soudain qui va faire monter les pulsations. On se cale à un rythme et on n'en bouge pas. Donc c'est assez facile de choisir le moment pour manger et puis surtout quoi manger. Ouais. On a parlé de nutrition, d'entraînement pour la diagonale. La préparation mentale, ou du moins la stratégie mentale, sachant le parcours, euh,
C'est quoi votre approche par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une préparation, y a la visualisation qui se fait en amont? Est-ce que on découpe le parcours d'une façon? Expliquez-moi comment ça se passe dans la tête, une course comme ça. Alors, bon, la diagonale, c'est un peu particulier pour moi parce que je la connais vraiment bien. Donc, je fais plus autant de préparation mentale que par le passé. Mais sinon, sur le principe ou comme aborder un autre ultra, par exemple, que je connaîtrais pas, je vais essayer de récolter un maximum d'informations sur le type de terrain, sur les ascensions, où elles se trouvent, les descentes qui sont les plus compliquées, à quel endroit, etc. Et est-ce que je vais avoir des points où il y aura de l'assistance, les nombres de ravitaillement, tout ça. Ça va permettre de me donner une image un peu plus précise du déroulé du déroulé de la course, tout le cheminement. Et après, je vais essayer de calculer donc en fonction de ces informations le temps que je vais mettre entre chaque section, entre chaque point de ravitaillement. Ça va me donner la quantité d'eau dont j'aurai besoin entre chaque point. Ça, c'est pour éviter de transporter trop de poids. Et puis aussi, quelle alimentation je vais prendre entre tel point et tel point. Qu'est-ce que je dois porter dans mon sac? Est-ce que c'est nécessaire de prendre l'équivalent de trois moments pour manger ou seulement deux? Ça, c'est important pour moi. Et après, avec tout le relief qu'il y a, je vais pouvoir me faire aussi une stratégie de gestion d'effort aussi. Voilà, à quel moment je pourrais me permettre de laisser aller un peu plus fort ou à quel moment il faudrait que je sois plus prudent. C'est comme ça que je fonctionne. Alors avant, pour la diagonale des fous, je me faisais tout ça et ma course à l'avance et je me visualisais ça pendant un quart d'heure, quelques minutes avant de me lever dans le lit, je réfléchissais et puis je repensais. Je me voyais avancer sur le parcours avec que des points positifs. Il fallait pas mettre des choses négatives dedans et ça me permettait de vivre un petit peu la course. Et en pensant à mettre des scénarios différents de météorologiques, avec forte chaleur, avec un temps raisonnable, avec beaucoup de pluie, parce que les stratégies sont pas les mêmes selon la météo. Donc pas oublier qu'on peut avoir une bonne ou une mauvaise météo. Est-ce Voilà, que comme ça le jour J, j'étais un peu en terrain inconnu et je me sentais oui, mieux. ben oui. Est-ce que on développe avec le temps? Oui, mais est-ce qu'on se prépare des réactions à des choses qui peuvent arriver? On le sait tous que vous avez fait plusieurs ultras, mais quand on en fait, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Crampes intestinales, crampes physiques dans les jambes, température, tempête et tout. Est-ce que avec le temps, vous êtes préparé justement des façons mentalement de rebondir sur ces grains de sable dans l'engrenage-là, ces problèmes qui Oui, peuvent arriver? oui, oui, c'est le propre de l'ultra, hein, c'est que il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent survenir. Et moi, ça fait 20 ans que j'en fais, donc je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qui peut arriver sur sur les trails. Et donc ça va, si tu veux, j'ai l'expérience. Donc s'il fait très chaud, je sais quoi faire. S'il y a un changement très brutal de température, je peux aussi. Quand la course est neutralisée, ça va pas m'énerver. Je sais qu'il faut patienter. Comment ça va se passer, voilà. S'il y a beaucoup de monde, s'il y a personne, si je suis tout seul devant ou loin derrière, tout ça, c'est des cas de figure que j'ai connus et je sais comment m'adapter pour que ça n'influe pas négativement dans mon esprit. Dans les longues périodes, comme ça doit être le cas sur la diagonale, les longues périodes sans personne. On est seul au milieu de Mafaté ou je sais pas, peu importe quelle portion, ou dans d'autres courses. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand on veut tuer du temps? Est-ce qu'il y a des stratégies, des procédés qui font? Moi, j'ai entendu plein de choses à travers les années avec le podcast sur les techniques des coureurs pour occuper cet espace mental-là, pas penser aux blessures. Est-ce que vous avez des petits trucs? Je suis sur ces courses-là, je suis très attentif à ma trajectoire. Donc en fait, ça m'occupe beaucoup parce que je pense que je fais pas des pas au hasard. Je vais vraiment choisir ma pose de pied pour l'économie et puis pour l'efficacité. Donc je suis déjà très occupé avec ça et il n'y a pas trop de place pour réfléchir à beaucoup de choses. Et je suis en même temps assez occupé aussi, l'esprit assez occupé pour avec les écarts, avec combien celui de derrière, combien celui de devant. Et puis même dans ma fat, il y a quand même du monde. Il y a des personnes à droite à gauche qui encouragent. Ça, on n'est jamais vraiment seul longtemps là-bas. Jamais. Et puis en plus, on sait. Enfin moi je sais que je suis beaucoup suivi sur les réseaux.
Et ça m'aide beaucoup parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont derrière, même la nuit, qui se lèvent pour voir où en sont les coureurs, où je suis, et bah, c'est motivant. Donc, j'ai pas envie de décevoir. Donc, bah, ça aussi, ça m'occupe un peu l'esprit. Je pense aussi aux gens qui suivent de temps en temps, à la famille aussi, et puis, je suis très à l'écoute aussi de mes sensations. Pour donner le meilleur de moi-même, il faut que je sois, on va dire, sur le fil du rasoir, hein, justement, à flirter avec la limite. Donc ça occupe beaucoup parce que il faut être à l'écoute et il faut observer en même temps, penser à deux, trois trucs. Bon, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Vous le disiez tantôt, c'est un peu venu par hasard, l'aspect compétitif. Au début, c'était une approche, on fait le sport, puis avec le temps, vous avez eu du succès. En fait, rapidement, vous avez eu du succès, des podiums et tout. Donc, on devient un coureur qui est suivi, mais on devient aussi un coureur qui est compétitif. Est-ce que cet esprit de compétition-là, c'est construit avec le temps? Quand on sait qu'on est 5 minutes derrière un coureur, on va aller le chercher. Comment ça se passe à l'intérieur, l'aspect compétitif chez vous? C'est l'aspect compétitif pour moi, c'est un jeu. C'est ça va m'aider à donner le meilleur de moi-même. OK. Donc, et à être bien attentif aussi, pas commettre d'erreurs ou le moins possible pour pas être pénalisé. Donc, j'essaye d'abord d'être concentré sur ce que je fais pour être vraiment bien parti déjà, ne pas être trop fort au départ, parce que sinon après sur un ultra, quand on part fort, là on le paye très sévèrement. Donc déjà je suis à l'écoute, donc je me laisse pas embarquer avec le flot de coureurs. Et ce qui fait qu'après, moi, je suis plutôt d'un coureur qui remonte au Mhm. classement au fil du temps. Et c'est assez plaisant parce que ça me permet de retrouver des copains, on discute un petit peu, parce que on passe jamais comme ça sans dire un mot. Même on reste souvent, on fait un bon bout de chemin ensemble, parfois même un grand bout de chemin. Donc c'est ce côté-là qui est assez sympa. Et puis le côté compétitif, il est présent, mais il est pas omniprésent, quoi. Il est là. Mais comme ça représente des courses qui font 20 heures ou plus, il y a du temps. Il y a du temps pour, à un moment, décrocher, se dire, bon, là, maintenant, faut vraiment y aller. Ouais, il me faut du temps pour en arriver à ce stade. Il faut bien la moitié de la course avant de me dire, bon, là, il faut vraiment penser à y aller. Mais j'ai l'impression que cette approche-là aussi de partir tranquillement puis d'ensuite remonter des places, autant pour l'aspect compétitif quand on veut des podiums, on veut des bonnes positions, que pour le coureur, la coureuse moyenne dans le mid-pack, c'est une très bonne stratégie. Moi, à l'approche de mon premier 100 000, il y a un gars au Québec qui avait un podcast à l'époque, Pierre-Luc, qui me disait, moi, je pars complètement derrière. Puis toute la course, je remonte tranquillement des places. Puis c'est même pas pour l'aspect compétitif de vouloir finir 20e plutôt que 30e. C'est plus que mentalement, ça fait des objectifs. Quand au loin du sentier, tu vois un coureur, tu dis OK, je vais tenter de le rattraper. Ça force à courir alors peut-être que notre cerveau nous dit de marcher. Puis c'est positif pour le cerveau, je pense, de sentir qu'on gagne des places. Puis tout ça, c'est compétitif, mais ça permet d'avoir une stratégie comme celle que vous venez de décrire, c'est-à-dire partir tranquillement, être prudent. Puis en deuxième moitié de course, le split négatif du marathon appliqué à l'ultra, c'est-à-dire en termes de sensations, en termes d'intensité, de gagner des places, d'ouvrir la machine sur la deuxième moitié. Puis en préparant l'entrevue d'aujourd'hui, je lisais des articles sur vous et tout, puis je trouvais ça drôle de voir beaucoup de coureurs, des François Den, des Ludovic Pomeray, qui racontent que ils ont des coups de dur à la fin de la diagonale, ils arrivent au chemin des Anglais, ils arrivent plus tard en fin de course, puis ils trouvent ça difficile, ils ont mal aux jambes, puis une des choses qui se répète, c'est faut pas que je lâche parce qu'Antoine va me rattraper. Puisque c'est une stratégie qui vous a servi à travers les années d'ouvrir en deuxième moitié. Oui, je suis connu pour ça. Donc, effectivement, oui, il y a des coureurs qui doivent se dire, oh, il est pas loin. J'en ai rattrapé sur la diagonale qui me disaient, ah, déjà! Parce il va arriver, il va arriver. Et donc c'est amusant. Moi, je prends ça comme un jeu. Surtout maintenant, parce que là, maintenant j'ai 52 ans, ouais. Alors je perds un peu quand même en vitesse. Je suis moins présent quand même aux tous avant-postes, mais bon, c'est sympa de se sentir un peu comme un outsider et puis d'avoir cette stratégie de remonter et puis de retrouver de retrouver les copains. Bon, je dirais que j'ai plus grand-chose à prouver dans l'ultra et c'est une position qui est sympa parce que bon, j'ai encore de la performance et puis j'ai le plaisir de pouvoir courir encore avec des bons athlètes et puis moi je passe des bons moments. Comme l'année dernière sur la Diagonale des Fous, j'ai pu courir avec Annelise Rousset pendant peut-être 40 kilomètres. C'était super.
c'était quelque chose que je faisais j'aurais pas pu faire avant. J'aurais été un petit peu devant. Et puis là, j'ai pu partager des bonnes sections comme ça. Bon, c'est très riche d'expérience, c'est sympa. Ben oui, tout à fait. On vous surnomme le métronome. C'est un terme qu'on entend beaucoup quand on parle d'Antoine Guillon, le métronome. D'où ça vient, ce terme-là? C'est quand la première fois que c'est venu à vos oreilles que les gens vous appelaient le métronome? Je pense que c'est un journaliste de La Réunion qui avait mis. Alors c'était, je crois qu'on m'appelait le métronome, ils avaient fait un jeu de mots métronome parce qu'à la fois j'étais régulier et métro homme aussi parce que j'étais l'homme de la métropole. Ah, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que ça vous dérange, ce surnom-là? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que ça représente quelque chose dont vous êtes fier? Parce que ça veut nécessairement dire que vous avez une régularité dans les courses, que tout ce qu'on vient de décrire tantôt, de partir tranquillement puis de remonter les places. Il y a un peu de tout ça dans ce terme-là. Ah, moi, ça me va très très bien. Moi, je suis Ouais. content parce que ça me représente bien, oui, la régularité. Ouais, je vais pas partir fort, je vais pas finir lentement ni fort. Enfin, c'est régulier. Voilà. Et puis, c'est ma façon un peu de faire dans la vie courante, d'être assez régulier aussi. Ça me va bien, ça me colle bien. On parle de cette régularité-là, justement, dans les courses elles-mêmes, mais aussi, quand on prend un pas de recul sur le long terme, ça fait plus de 20 ans que vous performez dans ce sport-là, que vous enchaînez les grosses saisons avec des gros défis. Il y a vraiment une grande longévité, une grande régularité dans votre approche sur le long terme. À quoi vous l'attribuez, ça? Euh, je pense que peut-être que je donne pas toujours à fond dans ma pratique, hein, parce que l'entraînement, je le disais tout à l'heure, je fais pas de vitesse, donc je fais beaucoup d'heures par contre, hein, beaucoup d'heures avec le vélo ou en trail, en marche en côte, en rando course, tu vois. Donc c'est des phases de l'entraînement qui sont et ça me permet je pense, de mettre à l'abri des blessures, parce que je vais travailler sur le même type de fibres. Je vais pas non plus faire des enjambées importantes avec de la piste et ce genre de choses. Je pense que c'est comme ça que je me mets à l'abri des blessures. Et puis alors la longévité, elle tient compte aussi de la motivation, bien sûr, hein. Ouais. Et pour moi, c'est une vraie passion, ce sport-là. C'est quelque chose qui est naturel, comme je disais. Je l'ai pratiqué avec cet esprit de repenser à ce que je faisais quand j'étais gamin. C'est la continuité de ce que j'ai toujours été en fait quand j'étais enfant. Et j'ai cette chance de pratiquer un sport qui aujourd'hui me colle parfaitement. Donc j'ai toujours cette motivation. Donc ça m'incite à toujours bien m'entraîner, bien me préparer, prendre soin de mon alimentation au quotidien. Donc tout cet équilibre de vie fait que ça fonctionne toujours bien. Et puis il y a aussi le fait que mentalement ça me dérange pas du tout de voir que je réduis un peu dans la performance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas du tout parce que j'aime ce que je fais. Donc, je pense que je peux durer comme ça longtemps. Il n'y a pas de raison, hein. Enfin, en tout cas, ça me plaît beaucoup, donc j'ai l'intention de continuer. Je suis content de l'entendre. On le sait, l'ultra, c'est un sport qui euh, faut avoir la passion de l'entraînement, faut avoir la passion au quotidien parce qu'on va faire quelques courses dans une journée, on va aller chercher quelques dossards, mais c'est un sport qui se pratique au quotidien. On a vu avec la pandémie beaucoup d'athlètes transitionner, peut-être se rendre compte que le plaisir est dans l'entraînement, dans les projets solo, puis les gens se sont mis à faire des projets solo, puis on a vu beaucoup d'athlètes de tous les niveaux tourner un peu le dos, pas tourner le dos, c'est pas négatif, mais je veux dire passer à autre chose par rapport aux dossards, aux courses organisées, puis faire des FKT, faire des projets solo, des aventures longues. De votre côté, qu'est-ce qu'on retire après 20 ans, 20 plus années à justement se réinscrire à des courses, à mettre des dossards? Qu'est-ce qu'on va rechercher là-dedans au quotidien? Ben, pas au quotidien, mais qu'est-ce qu'on va chercher comme motivation à travers ça? Déjà, le fait que c'est beaucoup plus long qu'à l'entraînement, parce que ce que je me dis souvent, c'est que moi, l'entraînement, ça va durer, les plus grands, ça va durer 5 heures, 6 heures, avec des copains, et tout seul, je fais rarement plus de 4 heures tout seul, c'est rare, hein. Donc, je trouve que c'est une chance. À chaque fois, c'est une aventure, parce que justement, au-delà de ces 6 heures maximum que je pourrais faire à l'entraînement, là, d'un coup, je vais avoir le droit de faire vers 20 heures ou plus. Donc, c'est déjà en soi une aventure. Rien que ça me motive parce que bon, je vais passer une nuit dehors, parce que ça va être un endroit peut-être que je ne connais pas, et puis je vais partager ça aussi. Je ne serai pas tout seul comme à l'entraînement, là je serai avec pas mal de monde, et peut-être que je vais faire un bout de chemin avec un copain, et puis il y a cette ambiance festive aussi autour. Et tout ça, ça vient un petit peu concrétiser tous les efforts au quotidien.
et au travers d'un moment plus festif, plus fort, quoi, qui sort de l'ordinaire. Et puis comme tu l'as dit, on s'entraîne pour porter quelques dossards dans l'année. Donc ça reste des moments exceptionnels. Pour certains, ce sera peut-être que 2 ou 3 dans l'année. Pour moi, ça peut être 7, 8, 9 grand maximum, mais des grandes épreuves. Voilà pourquoi je porte le dossard. Et puis en plus, il y a le côté compétitif également. J'ai cette chance de pouvoir figurer parmi les tout premiers et c'est vrai que ça pimente aussi la course parce qu'il se passe quelque chose en plus. C'est cette recherche de la performance qui est intéressante aussi parce qu'elle pousse vraiment dans les retranchements pour donner le meilleur et il faut être attentif vraiment à tout, essayer de tout bien calculer et tout bien gérer. Et puis à la fin on fait les comptes et puis c'était bien, très bien, moyen. Ça donne toujours à réfléchir pour après. Ça reste une petite passion. Ouais. On apprend toujours en continu, même après 20 ans, Toujours. je suppose. Oui, toujours, toujours, toujours. Et j'aime bien expérimenter. Donc, au niveau de l'alimentation, il y a toujours des petites choses que Ouais. j'ajoute ou je change. Et puis, ma méthode d'entraînement évolue également. Donc, ouais, je pense que il n'y a pas assez d'une vie pour arriver à vraiment bien se comprendre. Je pense que c'est la Malheureusement. meilleure chose, c'est la meilleure citation qu'on peut en retirer parce que j'ai l'impression j'ai parlé à des gens comme vous d'expérience et des gens que ça fait longtemps qu'ils en font versus moi ou d'autres auditeurs qui écoutent, qui sont là depuis peut-être un peu moins longtemps. Il y en a qui commencent, qui écoutent, c'est leur première saison. Puis je pense que c'est un sport qu'on réussit jamais complètement à figurer. Puis quand on pense qu'on le maîtrise, il y a quelque chose, une nouvelle situation externe qui arrive. Quand on pense que on a finalement, la distance de X, le 50 km, je le comprends, je suis prêt à passer à la prochaine étape. Tu refais un 50 km, puis tout se passe mal, puis on apprend continuellement, puis on dirait qu'on prend autant de pas de recul que de pas en avant, puis c'est ça qui fait la beauté de ce sport-là aussi, là. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est un sport assez imprévisible parce que il tient pas que compte de simplement courir, mais il faut maîtriser tous les paramètres extérieurs et eux, ils varient beaucoup. Donc, ça vient toujours mettre des petits grains de sable dans la mécanique et c'est ce qui fait la beauté du sport. Voilà. Euh, on vous a vu compétitionner aux 4 coins du monde, Portugal, Maroc, Croatie, La Réunion, bien sûr, l'Afrique du Sud. Euh, mais si je me trompe pas, on vous a pas vu compétitionner aux États-Unis, ou du moins sur le continent nord-américain. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Est-ce que ça s'explique par le désir d'aller là où c'est très, très technique? Qu'est-ce qui explique ça? Là, non, je pense que c'est un peu le hasard aussi. C'est des calendriers déjà bien chargés dans l'année avec des courses qui sont peut-être un peu plus à proximité. Et puis, effectivement, je vais tous les ans à La Réunion, ce qui fait déjà un grand voyage. Ouais. Il m'est arrivé d'aller en Asie aussi pendant une période, mais pas encore, effectivement, sur le continent américain. Et ben, il est temps. Même malgré l'immensité des options de course aux États-Unis, là où le sport est là depuis 40, 50 ans, très Oui. actif, vous avez choisi le Québec pour faire cette première course nord-américaine-là. D'abord, ça fait une petite fleur de savoir qu'on choisit le Québec, mais qu'est-ce qui vous a attiré à vous inscrire à Arikana? Ah bah on en parle déjà depuis un bon moment. Il y a des coureurs qui en parlent et toujours en bien. C'est une course que j'aurais fait à laquelle j'aurais participé déjà depuis bien longtemps. Si mais c'est la date qui m'a toujours un peu inquiété par rapport à la proximité avec la Diagonale Ouais. des Fous. Et puis bon c'est vrai que là maintenant la Diagonale j'ai fait tellement de fois que je me dis il faudrait quand même que je passe à autre chose. Et j'ai même hésité cette année à retourner à La Réunion Ah pour oui? pouvoir faire vraiment quelque chose de tout à fait différent. Et puis, vraiment, non, je me dis, c'est pas possible, il faut que j'y aille. Mais par contre, je me dis, bon, il faut que j'y aille, mais il faut aussi que je fasse autre chose. Donc, cette fois, je me dis, bah, allez, il faut que je découvre une autre course. Et puis, cette occasion, ce sera sur l'Aricana cette année, La où je proximité, suis c'est quoi? C'est un invité. C'est vraiment 6 à, sympa. 6 à 7 semaines, je crois, entre la Arigana et la Diagonale. On avait vu en Oui, 2019, c'est il y ça. avait un groupe, une trentaine de Québécois, les guerriers du Grand Raid, qui avaient fait un voyage avec la Clinique du Coureur. On avait vu des Jean-François Cochon très bien faire à la Diagonale, mais en amont, avoir fait plus le Arikana 65 ou ces distances-là. Là, c'est sûr qu'après une quinzaine de diagonales, je pense que vous connaissez bien la course, mais là, de faire un 125 km un 6-7 semaines avant, est-ce que c'est une part de risque? Est-ce qu'on se lance dans le vide un peu avec un enchaînement rapide? Non, non, ça ira parce que bon, je suis habitué à faire aussi des enchaînements Ouais, et celui-ci, il va bien dans la mesure où il y a quand même plus de 120 kilomètres, mais c'est des kilomètres qui passent assez vite parce que il y a pas un gros dénivelé.
et au final, le nombre d'heures sur la course sera raisonnable pour pouvoir récupérer derrière. Après, il y a une stratégie de récupération à mettre en place aussi. Ouais. Donc là, maintenant, je connais la distance, le dénivelé, le type de terrain. Donc, je sais derrière ce que je dois faire pour récupérer plus vite, quel type d'entraînement. Et puis, ça devrait me permettre, au contraire, d'avoir un rebond intéressant. Je vais en fait profiter de cette course qui sera assez, pour moi, qui sera assez roulante, on va dire, pour être du coup laisser après de côté la partie préparation un peu plus rapide pour les sections qui se courent de la diagonale, pour privilégier plutôt le dénivelé. Donc ça ira très bien, ça devrait aller bien. Tantôt, vous parliez que quand on approche une nouvelle course, vous allez aller récolter de l'information en amont, comme ça. Vous le faites plus pour la réunion, mais vous dites que vous le faisiez pour les autres courses. Là, je ne veux pas m'auto-proclamer un expert d'Arikana, mais j'ai fait plusieurs distances avec les années. Est-ce qu'il vous manque des informations pour vous préparer? Y a-t-il c'est-tu le moment où je peux vous donner un peu plus d'informations sur la course, de ce qui s'en vient? Bah, ce sera le côté climatique Oui. qui sera à prendre vraiment en compte. D'après ce que j'ai compris, c'est assez changeant d'une édition à l'autre. Mais sinon, après, pour le reste, pour le profil, le type de terrain, bon, je m'adapte bien, donc ça ira bien, je pense. Ben, vous Et aimez c'est le plus technique, donc ça devrait bien se passer. Tu sais, il n'y a pas le côté montagneux des courses européennes ou de la diagonale, mais il y a le côté technique. Donc, c'est de la racine bien québécoise et de la roche et tout. Puis souvent, les coureurs européens n'ont pas l'expérience de la diagonale, vont plus parler des sentiers alpins, des Alpes. Donc, comme on disait tantôt, la balayeuse a été passée d'un sentier, c'est propre. Quand on arrive au Québec, quand on arrive sur Arikana, c'est ça qui va souvent surprendre les coureurs européens qui ont fait Québec Méga Trail, Arikana ou peu importe. Dans ce cas-ci, je pense que c'est pas un problème pour le côté technique, mais effectivement, le côté climatique, écoutez, il y a une année, je me rappelle, en 2019, j'attendais des amis sur le 125, puis on était en début de soirée, puis il neigeait début septembre. Et l'année dernière, ça a été une année caniculaire du jamais vu à Arikana. C'était extrêmement chaud, mais encore là, pendant la nuit, c'était un froid qui était humide, donc les coureurs étaient surchauffés de l'après-midi du début du parcours, puis arrivaient en pleine nuit. Bon, là, c'était difficile à gérer parce que il y avait la chaleur, il y avait de l'humidité. C'était un drôle de contraste, je pense, l'année dernière. Ah oui, oui. Ah, il faut l'étudier un petit peu avant, les jours avant, pour bien se projeter sur l'événement, et puis ça devrait aller. Oui. Mais il est important en tout cas de se pencher sur la question du climat Ouais. pour savoir comment s'équiper et puis appréhender un peu le type d'effort qu'on va devoir mener. Ouais. Est-ce que vous allez voyager seul? Est-ce que vous allez avoir une équipe de support pour la course? Alors, je voyagerai avec mon épouse et puis avec un autre coureur, Cédric Chavet, OK. qui vient participer également, Ouais. qui sera là également avec son épouse. Donc, nous viendrons à quatre pour l'événement. Ah, ben, c'est le fun. Ça, on joint l'utile à l'agréable pour venir prendre des petites vacances au Québec. Puis en plus, avec la course, ça fait une expérience, une immersion totale au Québec. On parlait d'Arikana, mais avant qu'on bifurque vers un autre sujet, on va se prendre une toute petite pause parce que l'équipe de l'UTHC a un message pour les auditeurs. Connaissez-vous l'Ultrabus Arikana? Si tu n'as pas de voiture ou si tu veux partager le déplacement avec d'autres coureurs vers l'Amalbaie pour l'Ultra Trail Arikana, c'est la meilleure option pour toi. Il y a 2 départs, Montréal et Québec, et il y a même des forfaits avec hébergement à l'auberge La Remontée. Il y a un autre avantage, puis c'est pas négligeable quand on sait que l'UTHC affiche complet sur la majorité de ses distances. L'inscription à l'Ultrabus Arikana vous permet d'avoir accès à un dossard pour les parcours du samedi, donc le 80, 65, 42 classiques, 28 classiques et 28 de nuit, même si c'est déjà complet. Si tu as manqué ta chance pour une de ces distances-là, saute sur l'occasion et inscris-toi à l'Ultrabus Arikana. Les places sont limitées, il faut faire vite et c'est super abordable. Écoutez, les forfaits commencent à 48 $. Le lien d'inscription Eventbrite est dans la description de l'épisode, puis on se voit à la Malbaie. Une autre question que je voulais vous poser, j'ai vu que vous enchaînez beaucoup la distance du 100 km, du 100 000, nécessairement avec la diagonale et tout. Vous avez vous avez bifurqué vers les XXL, l'extra large avec le Tour des Géants, je voyais en 2014, je crois. Puis ça avait bien été, selon les chiffres, 3e place au Tour des Géants. Mais si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas retourné dans ces distances-là du 300 km et plus. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Oui, enfin.
Oui, c'est vrai que c'est une distance avant même d'y avoir participé, hein, qui m'inquiétait parce Oui. que bon, en observant un petit peu ce qui se passe autour justement de ce Tour des Géants, bah, on peut dresser une liste assez importante de coureurs connus, hein, qui s'y sont cassés les dents, du moins pas les dents, mais les jambes, Oui. et qui n'ont plus couru après, hein. Il y en a, la liste est longue, hein. Et donc ça m'a ça m'a fait douter aussi de vraiment l'intérêt d'aller y participer. Finalement, j'y suis allé avec Christophe Le Saux en 2014. C'était moi j'ai franchi le pas. Lui, il y avait participé avec succès depuis plusieurs éditions, puisqu'il a fait, je crois, 4 fois dans les 3 premiers. Donc, c'est un grand spécialiste de cette épreuve. Et donc j'ai couru une bonne partie de la course d'ailleurs avec lui. On a fini ensemble. Et voilà, on va dire ça m'a bien aidé parce que je sais pas si seul j'aurais osé me lancer sur ce défi-là. Et après, ben, j'y suis pas retourné parce que j'ai estimé avoir la chance de pas m'être fait mal dessus. Au fil des années, encore d'autres coureurs se sont mis dessus, des coureurs connus, hein, qui n'en sont pas revenus. Donc, le Tour des Géants, je m'en méfie. Là, en revanche, ça m'a toujours laissé un goût de reviens-y malgré tout parce que c'est une Mhm. aventure exceptionnelle, hein. Partir autant de temps dans la montagne, c'est quand même exceptionnel à vivre. Et alors du coup, l'année prochaine, j'ai envie de participer à la course de Diego Pazos, la Crossing Switzerland, qui OK. fait Liechtenstein jusqu'au lac Léman et qui fait 392 km avec, je crois, 25 000. Alors, Oh. ça fait une grosse distance, mais le ratio distance dénivelé, il est moins costaud qu'au Tour des Géants. Et je pense qu'il me conviendra, il me conviendra mieux. Ça me permettra de courir davantage. Et je pense que ça occasionnera moins de casse chez moi. Ouais. Donc voilà, je vais refranchir le pas. Et puis celui-ci ne devrait pas me contrarier pour la Diagonale des Fous, parce que par contre, le Tour des Géants, il était 6 semaines avant et Ouais, c'est c'était très ça, hein? compliqué d'enchaîner les deux. Je l'ai fait, mais c'était pas facile. La course va avoir lieu à quel moment dans l'année? En juillet. Ah, OK. Bon, il y a un peu plus de temps de récupération. Ouais, il y a plus de temps. Ouais, ouais. Est-ce que dans l'immensité d'offres de courses il en reste sur votre bucket list? Y a-t-il des courses à laquelle vous n'avez pas encore participé qui sont au top de la liste là, qu'on souhaite cocher dans les prochaines années? Oui, il y en a une, elle est sur route. Ce serait le Spartathlon OK. en Grèce, voilà, Athènes-Sparte. C'est 200, je crois que c'est 246 kilomètres avec la montagne de Sparte à franchir. Ouais. Donc ça me plairait beaucoup. C'est en septembre aussi, donc je pense que je finirai par le faire. C'est vers le 20 septembre. Alors, pareil, pour la diagonale, c'est très difficile. Peut-être que je ferai plus la diagonale à cette époque, je ne sais pas. En tout cas, celle-ci, elle me tient à cœur. Et puis sinon, ouais, il y a d'autres courses, pas forcément des courses connues, mais auxquelles, enfin, du moins pas connues. Elles sont connues, mais c'est pas elles figurent pas dans les grandes courses du calendrier. Mais j'ai des courses locales, aussi des amis qui m'invitent depuis longtemps, et je décline toujours parce que c'est pas les bons moments. Oui, je pense que je vais me faire aussi plaisir sur des courses un peu moins connues, mais pour faire plaisir aussi aux copains et puis pour moi découvrir autre chose. Ben oui. Euh, Avant qu'on se quitte, avant qu'on passe à la dernière portion de l'épisode, j'ai vu aussi, puis ça m'a surpris, je ne le savais pas, vous êtes aussi auteur, vous avez fait paraître 2 romans, 3 livres sur la course, des livres informationnels, documentaires pour la préparation à la course. Comment c'est venu dans votre parcours d'écrire, de partager cette expertise-là? Alors c'est venu dans la course, c'est pas par hasard parce que j'ai eu un métier, hein, j'ai fait plusieurs métiers, mais il y a un moment de ma vie où j'ai été ce qu'on appelle cruciverbiste, c'est-à-dire que je créais des jeux de lettres, je faisais des mots croisés, des mots fléchés pour une maison OK? d'édition. Donc j'ai toujours aimé les jeux de mots, l'écriture et et je me suis lancé dans l'écriture, on va dire assez facilement sur le sujet, on va dire. Le premier sujet, c'était la diagonale des fous. Donc, comment se préparer à cette épreuve? Donc, j'ai choisi un sujet qui était pour moi pas trop compliqué pour bien gérer la gestion d'un livre. Mhm. Euh, et voilà, après, j'ai pris confiance. Donc, j'en ai écrit ensuite un second qui s'appelle Le plaisir du travail sans contrainte. Voilà, qui donne un horizon un peu diversifié de la préparation sur des épreuves variées.
Et ensuite, j'écris 2 romans aussi avec un personnage trailer qui est embarqué dans des aventures. Alors, c'est aventures policières et fiction. Là, je me suis amusé. Et donc, j'écris ces 2 bouquins. Et ensuite, donc, ce personnage, on le retrouve à chaque fois, Tim Ronwood, il s'appelle. Et ensuite, avec ma fille qui est naturopathe, on a écrit à 2 un livre sur l'alimentation en trail, qui s'appelle Trail et alimentation. C'est vraiment intéressant, cette diversité-là de l'écriture. Tu sais, il y Oui, a oui. un beau terrain de jeu, autant la fiction avec un personnage de coureur et après ça, des livres comme ça. C'est le fun que vous partagiez comme ça votre expertise, autant de participer comme aujourd'hui à un balado. C'est super apprécié. Je pense que on peut bénéficier, tout le monde, peu importe le niveau, peu importe les objectifs, on peut bénéficier d'une expertise que vous partagez aujourd'hui. Non seulement c'est intéressant pour apprendre à vous connaître, mais c'est aussi intéressant pour l'appliquer chacun à nos objectifs, que ce soit un premier 5 km route ou un Tour des géants, peu importe c'est quoi l'objectif des gens. Ces grands apprentissages-là de trail, puis je pense que c'est ce qui fait que j'ai autant de plaisir à le faire depuis 2 ans et demi, près de 3 ans avec le podcast, c'est que l'histoire de chaque individu, l'expertise, l'expérience, peu importe sur quel type de format, s'applique à plein de choses comme ça. Oui, moi j'ai toujours aimé le partage et je pense que ça aurait été dommage d'avoir des connaissances, une somme de connaissances dans un domaine comme celui du trail et puis de pas en faire profiter les autres. Je pense que pour les jeunes générations, c'est une chance de pouvoir débarquer dans le trail et puis d'avoir déjà le terrain un peu défriché pour savoir quoi manger, comment s'entraîner, comment se préparer. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui sont sur des distances déjà assez longues, en tout cas même sur des distances courtes, qui maîtrisent bien leur sujet parce que ils n'arrivent pas en terrain inconnu, ils ont l'expérience d'un tel, et bon, c'est un peu notre rôle, je pense, quand on a commencé à engranger pas mal de connaissances, de les mettre à disposition des autres. En tout cas, c'est dans ma façon de faire et je le regrette pas. Ouais. Ben, c'est très apprécié. C'est gentil de pouvoir partager comme ça. On change le mood complètement. Moi, je termine toujours mes entrevues avec les questions éclairs NAC. Je me permets une petite pause d'enregistrement. Je ne sais pas si vous connaissez NAC, c'est une entreprise de nutrition. Non. C'est le partenaire Ah du oui. podcast, fait que des fois, le mot, on ne sait pas trop ce que c'est. Fait que question éclair, mais NAC, c'est le partenaire. Oui. Puis, ça va être 10 questions rapides que je vous pose pour le plaisir, pour apprendre à vous connaître. Puis, là-dessus, il y a Non. une question NAC où je vais vous poser une question sur la nutrition, mais vous allez voir, c'est très rapide. Donc, je faisais juste une petite pause dans l'enregistrement pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est NAC parce que ça peut sortir de nulle part dans le feu de l'action des questions. Donc, je reviens en live. Donc, les questions éclair NAC, 10 questions rapides. Il y a un chronomètre c'est pour le plaisir. Il y a même des fastest known time, des FKT. Puis écoutez, le record est à 10 secondes pour 10 questions. C'est très rapide. C'est Yvan Lheureux, un grand Manitou ici au Québec. Puis chez les femmes, c'est 11 secondes. Emmanuel Salambo de Guara et Sarah Baribeau qui possèdent ces records-là. Je sors le chronomètre. Vous me dites quand vous êtes prêts, puis on se lance dans les questions éclair NAC. Oui, ok. Route ou trail? Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, OK, pardon. La première question, je vous la pose. pardon. Oui, Ça va vite. Euh, route ou trail? trail, Sentier roulant ou technique? technique, Chaud ou froid? chaud, Sucré ou salé? salé, Monter ou descendre? descente, Question NAC. Chocolat ou caramel salé? chocolat, Bâton ou pas de bâton? sans bâton, Pluie ou neige? pluie, France ou Grèce? graisse, UTMB ou TDS? TDS. 19 secondes, c'est très bon. C'est Ah, c'est pas le record, mais c'est très rapide quand même, surtout à distance avec le décalage horaire et tout. Félicitations. Je trouve ça intéressant. merci. Monter ou descendre, vous préférez descendre? Oui, Ouais. oui, j'adore la descente, oui. UTMB ou TDS, vous avez fait les deux. TDS, Oui, paraît-il, c'est plus ouais. technique, je crois. Ouais, TDS par son format et puis par le côté, je trouve un peu sympa d'être en décalé de la grosse messe Ouais. et de pouvoir, une fois que la course est faite, aller sur le terrain, sur l'UTMB pour suivre la course. Ah, ça, c'est super, je trouve. Mais c'est ce qui est beau aussi de cet événement-là, c'est que toutes les distances sont à un décalage l'une de l'autre, sont pas en Ouais, même temps. Puis et que ça permet à toutes les personnes qui participent d'aussi être fans du sport à travers. Puis ouais, c'est ce que j'ai apprécié moi de l'UTMB, c'est qu'on le vit comme coureur, mais on le vit aussi comme fan du sport parce que tu es dans l'ambiance. Puis moi, j'étais là à l'arrivée quand mes amis de l'UTMB terminaient, quand Marianne Hogan a terminé ah deuxième, parce que oui, moi, j'avais fait la CCC, donc j'avais eu le temps de terminer, faire un petit dodo, terminé, récupérer, puis préparé.
Puis c'est ce qui est drôle à Chamonix le lendemain de chacune des courses, c'est que tu vois les gens marcher un peu croche, puis tu sais qui a participé. Canard. Antoine Guillaume, merci beaucoup d'être venu partager Avec votre histoire, plaisir. vos connaissances à Pas sorti du bois. Je suis certain que l'audience québécoise, puis même l'audience européenne qui se développe tranquillement aussi, va apprécier. Puis on a très hâte de vous voir sur Arikana cette année. Eh ben, merci beaucoup, merci à toi. Et ben, j'ai hâte de voyager, vous retrouver là-bas. Et Ce puis sera- bah, de rencontrer du monde, hein, que les personnes n'hésitent pas à venir me voir et échanger. Moi, j'aime bien discuter avec les gens, qui n'hésitent surtout pas. Ben, moi, je serai le premier parce que je serai aussi sur le départ du 125 cette année. Puis si je vous crois, c'est certain que je vais aller vous piquer une petite jasette après avoir parlé comme ça pendant 1 heure pour un épisode. Faudra serrer la pince en vrai. Puis je pourrais vous remercier pour vrai d'être venu. Super. OK. Comme d'habitude, À bientôt, alors. je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, qui est le partenaire officiel du podcast. Je remercie Capic 1 pour l'excellent café ce matin. Je remercie tous les auditeurs et les auditrices, semaine après semaine, qui sont fidèles au poste. J'espère que vous avez apprécié cette discussion avec Antoine Guillon. Monsieur Guillon, merci beaucoup de votre temps. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.